Ça va Laurent? Fraîchement. D'abord, meilleurs vœux à tous, puisqu'on est en début d'année et qu'on a plein de bonnes choses à se souhaiter. J'espère que l'année 2022 va se dérouler sous de meilleurs auspices que l'année 2021, en tout cas en ce qui concerne le football. Pour le reste, ce n'est pas tout à fait notre sujet aujourd'hui. Je voulais vous dire que d'abord la première information, même si elle a commencé à fuiter hier parmi certains de vos médias, c'est que nous allons faire appel du jugement qui a été porté à notre connaissance par la commission de discipline de la Fédération française de football. Et je vais expliquer, le communiqué donne l'essentiel de notre point de vue, mais je vais expliquer dans quelles conditions nous sommes amenés à faire appel. Deux mots sur le contexte de ce match du 17 décembre, qui aurait pu rester dans nos mémoires de façon extrêmement positive, puisque la fête avait bien commencé. Il y avait 17 000 personnes, un peu plus même à Charléty, ce qui depuis le match contre Lens de barrage en 2019 ne s'était pas vu à ce niveau. On a même battu le record du match contre Lens. Tout le monde reconnaît qu'il y avait une excellente atmosphère, une atmosphère de fête pour ce match. Et puis par ailleurs, le match était d'excellente tenue, puisque en dehors du fait que nous avions ouvert le score et que les Lyonnais avaient égalisé à la 43e ou 44e minute, tout le monde reconnaît que c'était un joli petit match et qu'on faisait bonne figure devant un des cadors de la Ligue 1 et l'Olympique Lyonnais, avec tout le passé qui est le sien. C'était plutôt appréciable pour notre équipe. Quand je me suis levé d'ailleurs à la mi-temps avec Jean-Michel Aulas, je me suis dit qu'on gagne ou qu'on perde, en tout cas la fête est réussie, on a rempli le stade, on va capitaliser là-dessus. Et comme on est plutôt bien placé en championnat de Ligue 2, on va essayer d'en tirer les bénéfices. Bien évidemment, je pensais qu'on pouvait se qualifier, je vous rassure. Mais en tout cas, j'avais en tête qu'une bonne partie de la fête était déjà derrière nous et qu'on ne pouvait avoir que du plaisir à suivre la deuxième mi-temps, encore une fois, quel que soit le résultat final. Bon, en quelques minutes, on est passé de cette atmosphère de fête au chaos que vous avez, pour ceux qui étaient là, modérément apprécié comme nous, et ceux qui n'étaient pas là ont vu ça à distance. Et ça a dégénéré très vite, dans des conditions sur lesquelles je ne vais pas revenir, parce qu'on a dit l'essentiel, mais tout le monde voit bien, en tout cas aujourd'hui, que les supporters du Paris FC, que ce soit les ultras, on a aussi nos ultras, puisqu'il y avait deux groupes qui sont là historiquement depuis des années et qui se tenaient parfaitement bien, que les supporters qui ne font pas partie de ces groupes, les supporters du Paris FC n'ont pas grand-chose à se reprocher et ont surtout été privés d'une fête qui, quand on rencontre l'Olympique Lyonnais, doit être grande, et ils en ont été privés, comme les supporters lyonnais d'ailleurs, qui aussi, pour ceux qui n'étaient pas concernés par les violences, n'ont rien à se reprocher. Les interpellations qui ont eu lieu ces derniers temps, que ce soit à Paris du côté de la police ou du côté de Lyon après le travail que fait l'Olympique Lyonnais à la suite de ces incidents, montrent bien qu'effectivement les supporters du Paris FC, y compris les ultras, ne sont pas concernés par ces violences. Et je tiens à le souligner parce que peut-être qu'un jour on sera confronté à ces problèmes-là, comme d'autres clubs l'ont été. Il faut toujours rester modeste et humble en la matière. J'ai dit ce que je ferai à ce moment-là, j'ai dit ce que ferait le club. Mais en tout cas aujourd'hui, on maîtrise nos supporters, ils se comportent de façon assez remarquable. Alors de temps en temps, il y a un fumigène qui part et ça nous fait une amende à payer, on le leur dit, et puis je pense qu'ils vont corriger le tir aussi sur ce plan-là. Je préfère que le club mobilise des moyens pour les aider à se déplacer que payer des amendes parce qu'ils ont lancé un fumigène dans le stade, c'est interdit. C'est partie des choses qui sont interdites aujourd'hui. Mais en tout cas, en matière de violence, le Paris FC n'a rien à se reprocher depuis des années, que ce soit à Charléty ou à l'extérieur. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, ceux qui ont été frustrés aussi par la fête interrompue, ce sont les joueurs. Les joueurs, ils ont un championnat à gérer et ça les occupe beaucoup, mais la coupe, c'était forcément un match de gala. Un match de gala au sens noble du terme. On voulait le gagner malgré la présence d'un grand club en face de nous.
Et ils ont été frustrés d'une mi-temps, mais ils ont peut-être aussi été frustrés d'un match contre Nice, parce que la partie n'était pas jouée, on avait encore largement nos chances de créer la surprise et de battre l'Olympique lyonnais. Et puis, après les supporters et après les joueurs, c'est tout le club, tous ces salariés aussi, tous ces partenaires qui nous suivent de plus en plus nombreux depuis quelques temps, qui sont aussi frustrés par l'image que donne le football et les répercussions négatives que ça a sur tout le football professionnel et donc sur tous les clubs, y compris le Paris FC, d'autant que ces incidents se sont passés dans son enceinte, dans l'enceinte de Charletti. Donc si je dis ça, c'est que, bien évidemment, compte tenu de ce contexte, le fait qu'on n'est pas concerné par les violences, le fait que nos joueurs sont frustrés, le fait que nos partenaires et l'ensemble des salariés du club sont aussi frustrés, ça ne veut pas dire qu'on est parfait dans l'organisation du match. Je n'ai jamais dit qu'on était parfait et on a pris connaissance avec attention des attendus de la Ligue. Il y a des choses qu'on conteste, bien sûr, il y a des choses qu'on prend en compte. Mais en tout cas, on n'a rien fait pour que ces violences aient lieu. On se bat même depuis des années pour que ces violences, en tout cas, n'apparaissent pas dans le club. Et c'est un travail qui est celui de tous les présidents de clubs aujourd'hui et qui n'est pas toujours facile. On vit dans une société qui est éclatée, divisée, fragmentée, fracassée, et le football n'en est que le reflet. Donc on se bat depuis des années pour ça. Et le fait qu'on y arrive, en tout cas jusqu'à présent, rend d'autant plus injuste la sanction qui nous frappe aujourd'hui. Elle est injuste du point de vue de ce que nous faisons pour maîtriser cette violence. Alors encore une fois, on va corriger en matière de sécurité ce qui nous est reproché. Même si j'y reviendrai, je pense que le principal problème que rencontre le football aujourd'hui doit être traité en mettant les voyous et les hooligans hors d'état de nuire, c'est-à-dire hors des stades. Parce qu'on ne va pas au final transformer les stades en bunkers en mettant des barbelés partout, des filets. Ok, on va empêcher les jets de bouteilles en plastique, mais demain ça sera un smartphone qui blessera un joueur, après-demain ça sera un briquet. C'est une course sans fin qu'on ne gagnera pas si le football ne crée pas les conditions avec les forces de police, avec le gouvernement, avec les instances qui le dirigent, de mettre ces voyous hors d'état de nuire. C'est ce que j'ai signifié de façon, je pense, assez claire au lendemain de ce match. Alors certains ont considéré qu'à partir de là, on n'avait rien à se reprocher. Non, ce n'est pas le sujet. Mais je ne supporte pas, et j'espère comme d'autres, qu'on mette sur un pied d'égalité des voyous qui foutent le chaos dans les stades, et les clubs qui, même quand ils ont des petites choses, et parfois même des choses plus importantes à se voir reprocher, font tout ce qu'il faut en tout cas pour éviter que ces voyous déferlent dans les stades et foutent la panique et fassent peur aux enfants, aux femmes et aux hommes qui sont là pour suivre de façon pacifique le match. Donc, j'espère qu'il y aura un avant et un après le 17 décembre, mais on dit ça à chaque match, donc je ne me fais pas d'illusions. La bataille qui est entamée par le football professionnel et le football amateur, elle prendra encore du temps. Et avant d'en arriver à la situation anglaise, moi, quand je regarde les matchs de la Première Ligue, comme tout le monde, je pense, ici, je vois que les supporters sont tout près du terrain, je vois qu'il n'y a pas des espaces vides entre les supporters de l'équipe adverse et les supporters de l'équipe qui reçoit. Les Anglais ont fait ce qu'il fallait, quoi. Ils ont créé les conditions pour que ces gens-là ne mettent plus les pieds dans les stades. Et même si de temps en temps, il y a marginalement des incidents, on voit bien que le problème il a été traité de cette façon-là. Donc, on ne va pas revenir sur ce qui nous est reproché, on va en tenir compte. Ce qu'on va plaider en appel, c'est qu'il y a une disproportion totale et même assez impressionnante entre la sanction qui nous est appliquée et à la fois ce qu'on a fait et en même temps ce qui a été fait dans d'autres cas du même type. Il y a eu des incidents, il y a eu des matchs arrêtés ces derniers temps et on sait bien quelles sont les sanctions qui ont été prises. Alors on me dira, oui mais ici c'est la LFP et là c'est la Coupe de France, donc c'est la FFF. Je crois que la LFP est sous la tutelle de la FFF. Et quand je vois que dans les deux matchs précédents qui ont été arrêtés, à Nice et à Lyon, chaque fois dans des matchs qui les opposaient à l'Olympique de Marseille, il y a eu d'un côté, je crois pour Nice, 3 matchs à huis clos,
2 à domicile et 1 à l'extérieur. Bon, un point de pénalité, je le mets de côté, mais c'est pour moi l'équivalent de l'élimination en coupe. Mais en matière en tout cas de sanctions sur les stades eux-mêmes et sur les spectateurs qui les remplissent. Donc pour Nice, il y a eu 3 matchs à huis clos, dont 2 à domicile. Et pour l'Olympique Lyonnais, il y a eu 2 matchs à huis clos, tous les 2 à domicile. Il y en a un qui est purgé, l'autre qui est à venir, puisque c'est le match contre l'OM. Nous qui sommes en aucune manière concernés par les incidents, en tout cas directement, hein, je ne parle pas des éléments de sécurité qu'on nous reproche, on prend 5 matchs à l'extérieur. 5 matchs à l'extérieur. Et je dirais qu'en plus, je n'ai rien, contrairement à ce que certains peuvent penser, contre l'Olympique Lyonnais et pas plus contre l'OGC Nice, mais ces 2 clubs n'ont pas été confrontés à la violence des supporters de l'équipe adverse. À ma connaissance, les supporters marseillais à Nice et à Lyon n'ont pas été à l'origine de violence. Nous, on a eu ça. Et on prend quand même 5 matchs à huis clos, pas à huis clos, mais 5 matchs à l'extérieur. Bon, j'espère que la commission d'appel va tenir compte à la fois de l'effort qu'on a fait en tant que club de Ligue 2 pour assurer la sécurité de ce match. Je rappelle qu'on avait multiplié par 3 les effectifs de stadiers par rapport au match contre Lens, qui s'était très bien tenu, hein, et pourtant on m'avait félicité à l'époque, j'avais ouvert le parquage des visiteurs, ils avaient droit à 1500 places, ils en avaient eu 7500, 5 fois plus, il n'y avait eu aucun problème. Les Lensois s'étaient comportés de façon tout à fait satisfaisante. Et entre les Lensois et nous, le nombre de stadiers était très très inférieur à celui qu'on a mobilisé avec les Lyonnais. Donc on avait fait des efforts supplémentaires, ça n'a pas suffi. Ça n'a pas suffi parce que les violences sont venues de là où vous savez, à la fois d'ultra lyonnais et puis d'ultra, alors qui sont affichés comme étant des supporters du PSG. Moi je ne me prononce pas là-dessus, c'est aux forces de police et éventuellement aux associations du PSG, au club du PSG de dire ce qu'il en est. Quand on est capable de pareille violence, on est capable aussi de travestir un petit peu la réalité. Je fais plutôt confiance au club et aux forces de police pour nous dire comment on peut les qualifier, comment on peut les identifier. Donc je trouve que la sanction est très rude. Et alors, il y a un élément, je ne vais pas revenir sur ce qui nous est reproché par la commission de discipline, hein, on joue le match suivant, on ne joue pas le match précédent. Il y a une chose que je tiens à dire, et malheureusement, malgré la grande qualité de nos relations avec les forces de sécurité et de police, qui s'est d'ailleurs manifestée aussi dans la préparation de ce match, je vais avoir l'occasion de dire au préfet de police de Paris, qui m'a envoyé un courrier après les incidents de ce match de Coupe de France, que je regrette que la position qui a été la leur dans l'instruction du dossier ne corresponde pas tout à fait à la réalité. Oui, je confirme que ce match n'a jamais été classé à risque, malgré ce qui a été relayé par certains médias, je crois ici présents, et notamment par le quotidien de référence qu'est l'Équipe. Nous n'avons jamais été destinataires d'une information de ce type, ni que le match était à risque, ni à plus forte raison qu'il était dans le barème de la Direction nationale de la lutte contre le hooliganisme, ni qu'il était classé au niveau 3 dans l'échelle de 1 à 5. Ce n'est pas vrai. Moi, je veux bien assumer mes défaillances, mais de temps en temps, les forces de sécurité, dont je passe mon temps à saluer l'implication d'ailleurs dans la gestion de ces problèmes-là, y compris à Charletti au dernier match, et je le dis au préfet de police, mais non, il n'y a pas eu de classement à risque. Alors si maintenant dire qu'un match est sensible, c'est comme si on le qualifiait de risque, non, risque, il y a un barème d'ailleurs, donc ça répond à des critères extrêmement précis, et donc cette information ne nous a pas été communiquée. Et à plus forte raison, le niveau dans le barème qui a été retenu, paraît-il, hein, par la Direction nationale de la lutte contre le hooliganisme, ne nous a pas été communiqué. Alors je dis ça non pas, moi, pour mettre un doigt accusateur sur les forces de police. Elles ont fait ce qu'elles avaient à faire ce soir-là, de façon plutôt courageuse. D'ailleurs, il y a un commandant des forces de police qui a été blessé, et je lui ai souhaité un prompt rétablissement. Mais simplement parce que je pense qu'on a peut-être un peu tous sous-estimé la dangerosité de ce match. La dangerosité des hooligans lyonnais qui
sont en place depuis des années et qui, fort heureusement, aujourd'hui, ça sert à ça, ça sera déjà utile, vont être sans doute mis à l'écart par le club de Lyon. Et puis la présence aussi de quelques fous furieux qui se réclament du club d'à côté, mais encore une fois je ne me prononce pas là-dessus, et qui se sont livrés à des actes de violence. Donc on a peut-être tous sous-estimé, y compris les forces de police, la dangerosité de ce match. Peut-être qu'on attendait de leur côté que l'affrontement ait lieu en dehors de Charletti, à la gare de Lyon. Enfin peu importe le sujet, je crois que la façon dont les forces de sécurité se sont exprimées dans le dossier d'instruction a sans doute contribué à la dureté de la sanction, et c'est pour ça que j'en parle, avec tout le respect que j'ai encore une fois pour les forces de police et pour celles qui nous aident au quotidien à juguler ces événements et à traiter de façon intelligente ces voyous et ces hooligans. Donc on fait appel et on espère que nos arguments seront entendus par la commission supérieure d'appel. J'espère aussi que ça sera fait dans des délais raisonnables, parce que le premier match à domicile que nous avons, il est contre Le Havre le 17 janvier, donc ça vient vite. Enfin, la commission de discipline s'est réunie, le match a eu lieu le 17 décembre, elle s'est réunie, elle a donné son avis le 27, donc 10 jours. Donc on peut espérer qu'en faisant appel hier soir, le 4 janvier, on puisse avoir une réunion de la commission supérieure avant le match contre Le Havre. Bon, maintenant, si ce n'est pas le cas, on s'adaptera, mais on espère qu'on sera entendu le plus vite possible. Je crois que les arguments qu'on met en avant, ce que je viens d'évoquer, à la fois le travail qu'on a fait, même s'il paraît insuffisant par rapport aux événements qui se sont déroulés, les sanctions surtout qui ont été signifiées à des clubs qui ont connu les mêmes débordements et les mêmes interruptions de match, devraient plaider en notre faveur. Je donne un dernier argument qui me paraît important. Quand la Ligue prend une décision, vous savez que la Fédération a toujours possibilité de faire appel d'une décision qui ne lui convient pas. Je constate que la Fédération n'a pas fait appel après les décisions qui ont été prises par la commission de discipline de la LFP sur le match de Nice et sur le match de Lyon. Donc je crois que rétablir un peu d'équité, ne pas sanctionner le petit club de Ligue 2 qui, d'une part, n'était pas concerné par les violences et, d'autre part, a fait preuve depuis quelques années de sa maîtrise, en tout cas de ses propres supporters, ça serait légitime. J'ajoute un dernier point qui me paraît aussi inéquitable. Dans le jugement qui a été porté, vous avez bien noté que je disais tout à l'heure, je joue le match suivant, je ne reviens pas sur les commentaires que j'ai faits après le 17 décembre dans la foulée auprès de différents médias. Mais je constate que la sanction qui concerne l'Olympique lyonnais concerne la Coupe de France de l'an prochain. Et celle qui nous concerne, les 5 matchs à jouer à l'extérieur de Charletti, concerne le championnat de France de Ligue 2. Je trouve que là aussi c'est inéquitable. D'abord parce que dans le championnat de France, vous le savez, on est 3e et non 4e comme le dit l'équipe ce matin, à 2 points du... Ça arrive de faire des erreurs. Non, mais c'est sympathique, vous le savez. Et on est 3e à 2 points du premier et à 1 point du second. Dans les 5 matchs à domicile sur lesquels on est sanctionné les prochains, nous recevons 3 des 6 premiers, c'est-à-dire 3 concurrents directs pour la montée. Donc on est en train de fausser le championnat de Ligue 2. On prenait une sanction qui est à la fois disproportionnée par rapport à ce que j'ai évoqué tout à l'heure, et en même temps qui concerne le championnat de Ligue 2 et pas la Coupe de France. Donc là aussi, j'espère que la commission supérieure trouvera une autre façon de nous sanctionner s'il faut nous sanctionner, et je pense qu'elle ne reviendra pas sur certaines de ces décisions, et on ne les conteste pas d'ailleurs. L'appel qu'on fait concerne les 5 matchs, ne concerne pas la Coupe de France, puisqu'elle est derrière nous, il ne concerne pas la pénalité financière qui nous est également imposée. Donc voilà, donc ça fait un certain nombre d'éléments qui m'amènent à penser qu'il serait légitime que la sanction soit corrigée, et qu'on en revienne à quelque chose de plus raisonnable, et qu'on n'ait pas l'impression qu'elle
être la victime de ces violences, parce que nous sommes la victime de ces violences, les spectateurs, les joueurs, le club dans ses différentes dimensions, les partenaires du club, ça soit traité de façon aussi rude que le club qui a généré en son sein ce type de pratique. Et encore une fois, je reste modeste là-dessus, ça peut nous arriver demain et on sera confronté aux mêmes décisions difficiles à prendre que celles que l'Olympique lyonnais est en train de prendre aujourd'hui. Mais aujourd'hui, c'est pas nous. Donc c'est pas nous, et à partir de là, il faut que les sanctions soient plus équitables. Donc j'espère qu'on sera entendu. Voilà ce que je voulais vous dire maintenant. Je me tiens à votre disposition pour apporter des précisions si vous le souhaitez. Concrètement, sur la délocalisation des matchs, on a entendu, on a lu, ça peut être hors Île-de-France. Est-ce qu'il y a une certitude là-dessus? Ça peut être hors l'Île-de-France, mais il peut y avoir des dérogations. Donc j'espère bien qu'on ne nous imposera pas en plus d'aller jouer à quelques centaines de kilomètres de Paris, parce que là ça génère des coûts économiques, et puis ça génère aussi des perturbations d'aller dans des stades qu'on maîtrise encore moins qu'à Charletti. Je veux dire, en termes de sécurité, j'aimerais autant qu'on soit un petit peu cohérent, quoi. Si on a à améliorer nos conditions de sécurité pour les joueurs comme pour les spectateurs, c'est à Charletti que ça se passe. Ça prendra forcément un certain temps pour certaines mesures s'il faut que le stade soit modifié. Ça peut aller très vite si c'est des mesures de renforcement du nombre de stadiers par exemple. Bon, c'est toujours le même problème. Pour un match qui crée des incidents, les clubs sont amenés à prendre des mesures qui s'appliquent à tous les matchs et qui n'ont strictement aucun intérêt pour la plupart des matchs. Mais tant que les violences ne seront pas traitées de façon un peu plus radicale, on aura forcément un surcoût à supporter par le football professionnel et par les clubs qui va devenir assez vite insupportable si on continue sur cette voie-là. Il y a une obligation de huis clos sur ces matchs aussi Une obligation de huis clos ou il peut y avoir du plus? Non, il n'y a pas d'obligation de huis clos sur la sanction qui... Voilà. Donc... il peut y avoir d'autres soucis de sécurité à gérer. Quel que soit le stade où on joue, on prendra quelques mesures pour éviter qu'il y ait des problèmes de sécurité pour nos supporters, encore que j'ai l'impression que tous les clubs sont en train de prendre des mesures de précaution et qu'il va y avoir peut-être des interdictions dans tous les sens de déplacement des supporters, soit du côté des préfectures, soit du côté des clubs eux-mêmes. Enfin, je ne sais pas ce qui va se passer, mais on a intérêt à ne pas partir dans cette dérive-là parce qu'elle va être sans fin. Encore une fois, le vrai problème, il est d'éviter que ces hooligans et ces voyous arrivent dans les stades. J'en profite d'ailleurs pour dire, puisque la ministre avait demandé des mesures radicales, je pensais d'ailleurs, pour l'avoir bien lu, qu'elle demandait des mesures radicales individuelles. Bon, là, vous voyez bien que ce sont des mesures collectives. Les mesures radicales individuelles, ça passe aussi par la justice et par les forces de police. On fait remarquer dans notre communiqué que lors des 2 matchs précédents qui se sont traduits par un arrêt des matchs, les procureurs de la République ont demandé de la prison ferme pour les auteurs des agressions contre Dimitri Payet et contre d'autres joueurs de l'Olympique de Marseille. Et les tribunaux n'ont pas suivi les procureurs. C'est-à-dire qu'il y a eu du sursis là où les procureurs demandaient de la prison ferme. Alors, certains disent que l'arsenal judiciaire n'est pas suffisamment utilisé par les tribunaux. D'autres disent, et j'en fais partie, que l'arsenal n'est peut-être pas encore suffisant pour que les tribunaux se sentent à l'aise pour proposer de la prison ferme quand il y a des agressions de ce type. Enfin, j'allais dire peu importe, mais ça dépend des pouvoirs publics et à la fois du ministère de la Justice et des forces de sécurité quand ils instruisent les dossiers. Moi, je suis partisan de sanctions radicales, c'est-à-dire à la fois de l'exclusion des stades pour plusieurs années, voire éventuellement à vie pour certains, mais aussi pour des peines de prison. Quand on agresse un joueur, les joueurs sont les acteurs principaux du football, il faut qu'on traite ces agressions comme il se doit et comme d'autres agressions sont traitées en dehors du football. Donc ça, il y a des choses qui relèvent des clubs, et je pense qu'on est tous prêts à prendre nos responsabilités. Il y a des choses qui relèvent de la justice et des pouvoirs publics. Et la Grande-Bretagne, vous le savez, est passée par là. Si aujourd'hui les spectacles sont pacifiés en Grande-Bretagne, c'est qu'ils ont pris le taureau par les cornes et ils ont fait en sorte que plus personne n'ait envie de créer des incidents dans les stades. Alors ça prend du temps,
Ça ne se règle pas du jour au lendemain, mais ça passe par des sanctions beaucoup plus radicales que ce qu'on pratique chez nous en France aujourd'hui. Justement, vous aviez annoncé après les événements du match que vous vouliez porter plainte Oui. concernant les supporters. C'était le cas, vous l'avez fait? Alors on va, vous savez, nous on n'a pas de cible directe parmi nos supporters, donc on va accompagner les plaintes qui vont viser à la fois les ultras de Lyon qui sont concernés par la violence et les ultras parisiens, mais non supporters du Paris FC qui sont concernés par les violences, et puis on réfléchit à d'autres formes d'implication en justice qu'on va utiliser pour qu'on soit tous solidaires pour traiter ça ensemble et éradiquer cette violence. Mais déjà les personnes concernées qui ont été soit interpellées par les forces de police, soit mises à l'index par le club lyonnais, on va bien entendu accompagner les plaintes qui sont portées par les uns et par les autres. Et aussi la société de Stade Lyonnais, vous avez évoqué aussi On regarde de ce côté-là parce que j'ai bien vu que là aussi on se fait charger de tous les côtés, mais on a aussi vu qu'il y avait des défaillances de ce côté-là, et quelles que soient les images et l'aura de telle ou telle société qui s'occupe de sécurité, personne n'est à l'abri de défaillances. Donc avant de parler de celle des autres, il faut aussi regarder ce qu'on fait soi-même, et il est évident que si des objets qui ne doivent pas entrer dans les parkages sont entrés, ce n'est pas simplement la responsabilité des stadiers du Paris FC ou des forces de police qui étaient à l'entrée du stade. Il y a aussi d'autres faiblesses qu'on peut enregistrer ici et là. Les 2 supporters parisiens qui sont poursuivis pour violence en réunion et les 8 hier dans la préfecture de police à Paris, vous allez vous associer à un... Bien sûr, bien évidemment. Ils ont contribué à agresser des spectateurs qu'on veut accueillir dans des conditions satisfaisantes. Ils agressent le club, ils le perturbent sur le plan économique, ils le perturbent sur le plan sportif. Donc on va voir tout ce qu'on peut faire sur le plan judiciaire, on le fera en direction des individus. Et y compris, par exemple, Lyon, si jamais il y avait des supporters, en tout cas des spectateurs venant régulièrement à vos matchs, Lyon, par exemple, a pris des sanctions commerciales, des interdictions commerciales. Par exemple, vous le feriez aussi si jamais... Ça bien sûr. Si elles ne sont pas prises par les forces de police ou par les autorités judiciaires, si elles ne sont pas prises par un autre club, nous on le fera. Si je dis qu'on veut éradiquer la violence, il faut que ces gens-là ne mettent plus les pieds dans les stades. Donc chacun a sa partition à jouer, les clubs, et puis après les pouvoirs publics avec toutes les autorités de sécurité et de justice qui sont les leurs. Donc tout ce qui peut être utilisé comme sanction radicale contre ces personnes-là, on y participera de la façon la plus efficace possible. Là, ce que vous dites, c'est que vous avez l'impression un peu de payer pour les autres clubs qui ont subi des débordements. C'est évident, je ne suis pas le seul à le dire. On arrive au mauvais moment, au mauvais endroit. J'allais dire, il se trouve que... Mais ça peut à la rigueur se comprendre. Il y a une suite d'événements, à un moment donné, les instances peuvent radicaliser un petit peu leur position et les pouvoirs publics également. Il faut simplement trouver un peu d'équilibre, quoi. Ça ne peut pas être, boum, on bascule totalement et puis on s'en prend à un club qui n'a rien... Vous avez eu écho d'incidents à Charletti ces dernières années ? Non. Vous avez eu écho d'incidents à l'extérieur avec nos supporters? Non. Donc voilà, il faut trouver un peu d'équilibre. Après qu'on soit amené effectivement à durcir un peu la position globale au niveau de la Ligue, au niveau de la Fédération, au niveau des pouvoirs publics, ça je peux l'entendre, mais pas à ce point, quoi. C'est pas tout à fait raisonnable et équitable. Est-ce que vous remettez en cause uniquement les 5 matchs ou également l'élimination en Coupe de France? Non, l'appel concerne les 5 matchs. L'élimination en Coupe de France, bon voilà, c'est derrière nous. L'amende, elle est derrière nous. Elle est derrière nous, elle est devant nous, on va la payer. Mais voilà, donc c'est les 5 matchs qui nous préoccupent aujourd'hui, parce qu'on voit bien que ça modifie le cours des choses dans le championnat de Ligue 2. Voilà, on est à la lutte. Non seulement je ne vais pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, mais le championnat est encore très long, il reste la moitié des matchs. Enfin, on est dans la course. Bon, nous sanctionner de cette façon-là, c'est pas normal. Et j'aurais préféré, comme Lyon, que la sanction concerne la Coupe de France elle-même. Voilà, les Coupes de France futures. Alors en plus, pour Lyon, c'est du sursis.
Voilà, si vous bougez l'an prochain, si vos supporters, je crois que c'est ça qui a été dit à Lyon, si vos supporters sont à l'origine d'incidents, vous serez exclus, je crois, de la Coupe de France de 2022-2023. Là, ça concerne nos matchs, 5 matchs sur une dizaine, je crois qu'on a, oui, une dizaine forcément qu'on a à jouer à domicile dans la deuxième partie du championnat. Ça fait un peu beaucoup, quoi. Est-ce que vous avez chiffré le préjudice économique c'est très difficile à chiffrer. Nous, on pensait bien, vous savez que le problème du Paris FC, c'est de petit à petit, dans un stade qui n'est pas le plus chaleureux, le plus accueillant pour les supporters, le plus facile à traiter aussi en matière de sécurité, j'ai eu l'occasion de le dire et c'est dit dans notre communiqué. Notre souci, c'est de remplir petit à petit le stade et mieux le remplir que ce qu'on a fait ces dernières années, grâce aux performances du club, grâce au développement du club, tous azimuts d'ailleurs, hein, les hommes, les femmes, les petits, la formation. Bon, c'est évident que voir l'élan de ce match où on a rassemblé 17 000 personnes, dont quelques centaines de supporters lyonnais, mais beaucoup de supporters qui venaient sans doute voir pour la première fois le Paris FC, voir cet élan brisé, c'est un préjudice non négligeable. Sur le plan économique, parce que je pense qu'on aurait gardé un certain nombre. Hein. On ne rencontre pas tous les jours l'Olympique Lyonnais, mais on aurait gardé un certain nombre. Donc voilà, c'est fort heureusement nos partenaires résistent bien et voient bien que on a quand même un fonctionnement assez sain et que sur ces problèmes de violence, on a une position qui est celle de beaucoup de mes collègues présidents, pour ne pas dire de tous les collègues présidents, mais qu'on est confronté à un phénomène de société qui est difficile à endiguer, donc nos partenaires ne sont pas défaillants, mais sur le plan du remplissage du stade, oui, on va avoir à remonter la pente. Vous savez, j'ai ici, je ne la rends pas publique parce qu'elle est... Mais c'est assez pathétique, la lettre que m'a adressée, hein, qu'il a adressée d'ailleurs aussi aux instances, un père de famille qui était là avec son enfant, ça fait froid dans le dos. Hein, parce qu'il était confronté à 3 mètres, assez fou furieux, dans la tribune d'en face. Et il n'y a pas que son fils qui a pris peur, hein, lui aussi a pris peur. Hein, et il le dit avec ses mots, et il est attaché au Paris FC depuis quelques années. Mais ça, on va avoir à remonter la pente. Et ça, c'est insupportable. C'est insupportable et c'est pour ça qu'il faut taper très fort. Parce que les mômes qui ont eu peur, c'était les 17 000 personnes, c'était aussi beaucoup de familles qui étaient là, pour certaines pour la première fois, beaucoup de familles, pour certaines proches du club, pour d'autres qui connaissaient moins le Paris FC, qui sont des familles, des clubs avec lesquels on a des partenariats ou en tout cas on a des relations intelligentes. Ben, celles-là, il va falloir les ramener dans le stade. Hein. C'est un peu le même problème qu'ont les autres stades quand ils ont connu ces problèmes de violence. Donc ça, c'est un travail. C'est pour ça que j'ai pas d'état d'âme avec ça, mais moi, je veux dire, frapper très très fort, c'est indispensable aujourd'hui. Mais frapper très très fort les individus. Arrêtez de demander l'impossible au club. Bien sûr qu'on va progresser, bien sûr que le stade Charletti n'est pas le mieux outillé par rapport à d'autres stades en matière de sécurité. Mais qu'est-ce qu'on va faire demain? C'est pour ça que je cite pas souvent les Anglais comme référence. Hein. Je suis un Méditerranéen, je regarde plutôt du côté de l'Italie, moi, que de l'Angleterre. Mais en matière de gestion de la violence, c'est eux qui ont eu les meilleurs résultats. Et aujourd'hui, les stades sont pacifiés. Et on n'éloigne pas les spectateurs. Avant, je plaisantais en disant chez nous, un joueur ne peut pas prendre une bouteille sur la tête. Il faut traverser la piste et les sautoirs. Il faut être herculéen pour envoyer un objet sur le stade. Mais on voit bien que c'est pas simplement le sujet. La violence, elle peut prendre de multiples formes. Donc il faut taper très très fort. Il faut demander au club d'être exigeant dans la gestion de leurs supporters, de prendre un minimum d'assurance sur le plan de la sécurité de leur stade. Mais on ne va pas continuer à transformer les stades en bunkers. Alors maintenant, c'est les filets, c'est les bouteilles en plastique, encore une fois, ce que je disais tout à l'heure. Hein. Vous savez, vous pouvez faire mal avec des choses qui n'ont rien à voir avec une bouteille en plastique remplie d'eau. Hein. Il y a des choses qui peuvent faire très mal quand elles atteignent la tête d'un joueur. Hein. Donc il faut qu'on s'attaque à ça, mais qu'on le fasse de façon équitable, quoi. Donc pour revenir à vos questions, oui, on est passé au mauvais moment, au mauvais endroit, et on en paye le prix fort, et sans doute un peu trop fort. Après l'appel, si ça ne convient pas, vous envisagez de poursuivre? Comment on dit, les footballeurs, match après match. Oui, bien. Bon, voilà. Je fais confiance à la commission supérieure d'appel. Voilà.
On verra le résultat. Vous attendez à une réduction, par exemple, de 3 à 5 matchs. Vous espérez carrément, même si ça paraît compliqué, qu'ils annulent la suspension des 5 matchs. Enfin, vous espérez quoi à ce niveau-là plutôt? J'ai l'habitude d'avoir les pieds sur terre en général, et donc je ne rêve pas. Je ne vois pas la commission supérieure d'appel prendre le contre-pied total de la commission de première instance. Donc j'espère qu'elle trouvera, sous la forme appropriée, les moyens d'entendre nos arguments et de manifester un peu plus d'équité malgré la nécessité de durcir le ton, ce que je peux encore une fois comprendre pour éviter cet engrenage fatal au football professionnel qui a par ailleurs, comme vous le savez, d'autres soucis économiques à gérer aujourd'hui. C'est pas la peine qu'on en rajoute en vidant les stades, parce que c'est ce qu'on est en train de faire. Hein. Ce que je disais à l'instant, il y a des gens qui ne viendront plus au stade pour voir ce type de spectacle. Vous verrez que les déplacements seront de plus en plus interdits dans la prochaine période. Les préfets vont prendre leurs précautions. Hein. Ils vont se dire, tant qu'à faire, allez, on bloque tout, et comme ça, il n'y aura pas de rixe entre les ultras. Donc, en fait, la Ligue, cette mixité des sanctions, c'est totalement, où en Coupe de France, on peut être sanctionné en championnat, est-ce que ça ne fera pas l'objet au collège de Ligue 2 ou à la Ligue d'une discussion pour éviter un jour de subir ce genre de choses en championnat? C'est-à-dire que vous soyez sanctionné dans un championnat et sur des faits... Moi, ce que je demande, je ne vais pas, vous savez, les problèmes de gouvernance de la Ligue, de la FFF, leurs relations, c'est pas très simple en ce moment, donc je ne vais pas m'engager dans ce débat-là. Je le ferai un peu plus tard, vous verrez. Vous avez parlé de la gouvernance, qu'il fallait peut-être changer les choses. Ah, mais ça, je pense que, mais pour d'autres raisons. Je comptais le dire d'ailleurs dans un autre contexte que celui de ces événements assez violents. Et donc ça, je le dirai le moment venu. Je crois que Vincent Labrune et Noël Le Graët connaissent ma position là-dessus. Moi, ce que je souhaite, c'est qu'il y ait une forme de cohérence entre ce que fait la Fédé et ce que fait la Ligue. Qu'on joue en Coupe de France, qu'on joue en championnat. Et quand il n'y a pas cette cohérence, quand en plus vous êtes sanctionné dans la compétition d'à côté, alors que d'autres sont sanctionnés dans la compétition qui est concernée par les violences, c'est vrai que c'est encore plus inéquitable. Donc j'espère qu'ils trouveront une façon d'équilibrer un petit peu les choses et de pas avoir à faire face aux griefs que j'expose aujourd'hui. Parce que c'est vrai que je préférais, comme Lyon, que la sanction porte sur les Coupes de France suivantes, surtout si elle est avec sursis. Mais donc il faut qu'on trouve un peu de cohérence là-dedans, quoi. Mais moi je vois pas pourquoi je ferais exception, quoi. Et aujourd'hui on fait exception. On fait exception, c'est évident, quoi. C'est le... Vous avez dit que ça allait compliquer les choses pour vous pour le championnat. Vous allez aussi perdre 3 joueurs avec la CAN. Ah, mais ça c'est l'avis de tous les clubs de football. Malheureusement on n'est pas responsable du choix des dates pour la CAN, elle a été décalée. Moi, je suis ravi qu'on ait 3 joueurs qui partent là-bas. Hein. Je ne vais pas faire comme... je suis plutôt sur la ligne de Sébastien Haller. Je ne sais pas si vous avez vu son expression récemment. On ne demanderait pas à un joueur en Europe qui, même s'il pénalise son club en étant sélectionné, s'il va y aller ou pas. Bon, ils sont très contents de porter leur maillot. Donc, je suis content qu'on en ait 3 dans le club. Bon, c'est vrai après que c'est un préjudice, oui, parce que on perd le meilleur buteur, Morgan Guilavogui, on perd le capitaine, Ousmane Kanté, et puis on perd Moustapha Nam, qui est pour moi quasiment le meilleur ou un des tout meilleurs depuis le début de la saison. Bon, ça fait un peu beaucoup, mais je souhaite néanmoins la Guinée au Sénégal d'aller le plus loin possible. Voilà, je vais être altruiste là aussi. Voilà. Une particulière du coup pour vous. C'est le choix des clubs, ça. Et je veux dire, on ne peut pas à la fois compter sur la qualité de ces joueurs et les empêcher de jouer pour leur équipe nationale. Ça tombe mal cette année parce que la Coupe se fait au mois de janvier. Bon, c'est la vie. Hein. Vous savez, la Coupe du Monde au Qatar en novembre-décembre, ça va perturber aussi beaucoup de choses. Hein. Bon, les instances internationales ont décidé qu'il en était ainsi. Je ne vais pas vous dire ce que j'en pense ici parce que ça m'emmènerait un peu loin. Mais voilà, les clubs sont obligés de s'adapter. Bon, par contre, ce qu'a dit Thierry Laurent à un moment donné à propos de nos relations avec le sélectionneur du Sénégal, ouais. Du Sénégal, je l'appuie totalement. C'est bien qu'on facilite quand même le travail des clubs et qu'on n'attende pas le dernier moment pour savoir si les joueurs sont sélectionnés ou pas. Voilà, il peut y avoir là aussi un peu plus de fluidité dans les échanges. Ça s'est fait très bien avec la Guinée, un peu moins bien avec le sélectionneur du Sénégal.
Alors après, jusqu'où ils vont aller, la finale, je crois que c'est le 6 janvier. Bon, 6 janvier, on joue contre Ajaccio, je crois, non? Le 6 février, pardon. Mais tous les clubs, je crois qu'Ajaccio d'ailleurs aussi 3 ou 4 joueurs qui sont à la CAN. Donc voilà, on fait des choix. Je vais pas me priver de certains talents parce qu'ils sont l'objet de sélection de la part de leur équipe nationale. Au contraire, c'est aussi valorisant pour le club d'avoir des joueurs qui s'expriment au niveau de la Coupe d'Afrique. Juste pour revenir sur la philosophie générale des sanctions, est-ce que vous ne trouvez pas que cet exemple peut mettre en lumière un peu le poids peut-être trop important des responsabilités qui pèsent sur le club organisateur de l'événement? On considère en fait dans la législation que organiser un match de foot c'est comme organiser un spectacle lambda, alors qu'il y a des composantes qui sont spécifiques et qui mériteraient peut-être d'être mises en lumière sur un plan des règlements et législatifs. C'est peut-être, vous aviez vu que le jour du match, j'avais dit beaucoup de bien de Jean-Michel Aulas chez vos confrères du Parisien. C'est grand journal, devant l'Éternel. Je vois que... et puis on a eu un petit différent sur la façon de gérer le dossier. Moi, j'ai reproché à Jean-Michel d'utiliser un peu trop vite les problèmes d'organisation ou les problèmes des supporters d'en face. Et d'oublier un peu vite ses propres responsabilités qui visiblement traînent depuis des années. Bon, dans cette lignée-là, oui, je trouve qu'il faut que les responsabilités soient mieux partagées. Le club organisateur ne peut pas à un moment donné prévoir soit ce que les forces de police peuvent prévoir à sa place, elles ont des moyens de renseignement, soit ce que le club visiteur peut aussi prévoir à sa place. S'il n'y a pas une qualité d'échange des informations, je trouve que la balance aujourd'hui est inégale et du coup, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, il y a la course au renforcement des règles de sécurité dans les stades par le club organisateur. Mais c'est sans fin, sans fin. Il faut que la puissance extérieure, là c'est les pouvoirs publics, les forces de police, les forces de justice, et les clubs, qu'ils soient visiteurs ou qu'ils reçoivent, se mettent d'accord pour mener la vraie bataille de fond, qui est comment le plus vite possible, et je le dis d'autant plus que ça prendra un peu de temps, comment le plus vite possible on met ces gens-là hors des stades, et parfois on les enferme entre 4 murs, parce qu'il y a des agressions qui ne sont pas plus supportables dans les stades qu'à l'extérieur des stades. Il y a des délits qui sont plus vite sanctionnés sur des enjeux qui pour moi sont pas plus importants à l'extérieur du football. Donc il faut une réflexion là-dessus. Aujourd'hui, c'est pas seulement d'ailleurs le poids qui pèse sur le club organisateur, mais ça revient un petit peu au même. Je trouve qu'il faut que clairement on se dise, et je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas qu'on améliore la sécurité des stades, mais clairement on dise que la priorité c'est la mise hors d'état de nuire des voyous. C'est ce que j'ai dit, et là-dessus, quand j'ai dit j'aide aussi l'Olympique Lyonnais à régler ses problèmes, moi j'ai aucun problème pour accompagner les plaintes qui vont être déposées contre ces gens-là. Si on continue à dire on va renforcer la sécurité, les dernières mesures c'est un peu ça, quoi. Bon ok, les bouteilles en plastique remplies d'eau c'est interdit maintenant. Bon ok, il faut des filets, on va mettre des filets, il n'y a pas de filets dans les stades anglais, pas de filets dans les stades anglais. Enfin, sinon pour empêcher les ballons de partir à l'extérieur sur quelques stades qui sont... Mais voilà, donc il faut mettre la priorité sur l'exclusion de ces gens-là. Et puis il faut faire le minimum, bien sûr, et un peu plus que le minimum pour que les clubs soient sécures. Mais vous savez, je prends le problème du parquage pour les clubs visiteurs. Okay, il va y avoir de plus en plus d'interdictions là. Je crois même qu'il y en a une qui va nous tomber dessus assez vite d'ailleurs dans nos prochains déplacements, enfin à nous et à d'autres clubs de Ligue 2 et de Ligue 1. Mais il y a des supporters violents qui peuvent se mêler aux spectateurs dans une tribune qui est considérée comme étant sûre. Et là, vous savez, puis alors, je reviens d'ailleurs à ce qui m'a été un peu rapproché à un moment donné, j'ai dit les palpations ne peuvent pas tout. Les palpations ne peuvent pas tout, il y a des choses qu'on peut rentrer. On peut rentrer une cagoule, par exemple. Ça, au moins, ça passe inaperçu. La cagoule, pour moi, c'est le premier acte de violence. C'est la violence anonyme, il n'y a rien de pire. Bon, et puis il y a des choses qu'on peut rentrer, malgré les palpations. Mais quelqu'un peut rentrer dans un stade sans rien dans les mains, avec un poing, ça c'est vu, on peut tuer. On peut tuer, on peut faire très mal en tout cas. Donc c'est sans fin cette course à la sécurité. C'est tout ce que je dis.
Et ça ne m'empêche pas de dire qu'il faut améliorer la sécurité du stade de Charletti. Mais la vraie bataille, elle est à côté. Et cette bataille, je suis désolé, c'est pour ça que j'ai parlé des procureurs. Pourquoi les procureurs n'ont pas été suivis en matière de prise en ferme? Je ne vais pas, moi, accuser les magistrats en disant qu'ils sont laxistes. C'est peut-être l'arsenal qui n'est pas suffisant pour leur permettre de sanctionner beaucoup plus durement encore ces pratiques de voyous. Donc il faut que tout le monde y mette du sien et puis qu'on arrive finalement à traiter le sujet de façon efficace comme l'ont fait les Anglais.